Ma première question, et encore une fois, puisqu'on s'est déjà vu, est toute bête, c'est qui es-tu? Je suis François Hercouet, je suis le directeur éditorial d'Urban Comics. Urban Comics, c'est la maison d'édition qui publie DC et Vertigo en France, mais également pas mal de titres en indé. Tout ça depuis 2012. Alors justement, depuis 2012, c'est pas hyper long. Combien de titres vous avez publiés chez Urban depuis le lancement? On est à peu près, alors je dirais avec une moyenne base de 120 titres par an, fois 4. 4 années révolues, la 5e est en cours, alors je sais pas, je dirais, je suis mauvais en calcul. Je dirais 500 plus, un peu plus de 500, ouais. Vous avez inondé le marché en fait. Non, alors de mon point de vue, non, c'est pas inondé, c'était un travail nécessaire en fait d'exposition de DC entre autres, parce qu'il y a, on va dire, plus de 75 ans maintenant de BD à publier. Alors il y a forcément une sélection, on ne fait pas tout. Et ce qui était important pour nous, c'était au tout début, notamment vraiment les 3-4 premières années, d'arriver avec suffisamment de livres pour poser les rails en fait, de ce que représente un petit peu l'héritage de DC. Donc il faut expliquer beaucoup, parfois il faut surexpliquer, expliquer 2 fois, faire des timelines, faire des résumés, des présentations de personnages, parce que c'est un univers qui est tellement dense que... on va pas dire aux gens en fait que c'est facile de rentrer chez DC, mais en tout cas on va leur mettre à disposition tous les outils pour leur permettre d'avoir ensuite une lecture autonome. Pour moi, c'est vraiment mon travail en fait, c'est pas de tenir la main aux gens, c'est de leur donner vraiment toutes ces références qui pourront ensuite se faire eux, en fait, s'approprier, pour ensuite, pourquoi pas en plus les expliquer à d'autres. Donc il y a vraiment tout ce travail préalable, forcément au niveau éditorial, donc avec ces outils éditoriaux qui sont voilà, les timelines et compagnie, également les collections qui sont aussi on va dire quelque chose d'assez transparent pour le lecteur, parce que même parfois l'éditeur, c'est quelque chose qui n'existe pas pour un lecteur qui lise du Spider-Man ou du Batman, pour lui c'est pareil. Mais nous, on a besoin en fait de poser ces rails vraiment au préalable pour ensuite pouvoir dérouler. C'est vraiment été le travail qu'on a fait avec les collections DC Archives, DC Classique et DC Renaissance. Maintenant, on a posé un petit peu, on a créé les contenants et on peut ensuite les remplir de divers récits, divers contenus. Et pas forcément dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire qu'on n'a pas publié tout de suite un événement majeur comme la crise des Terres Infinies. C'est quelque chose qu'on fait maintenant, une fois qu'en gros l'univers d'ici est quand même bien installé. Parce que si vous commencez par cette crise-là, il y a de fortes chances pour que vous saturiez, en fait. Ce soit un petit peu compliqué d'accès. Donc on a vraiment fait un travail avec des crises, donc ces événements qui remettent un petit peu, qui chamboulent l'univers d'ici à peu près tous les 5-10 ans. On a vraiment choisi d'aller avec, on a commencé par une crise un peu plus simple, hein. C'était ces crises d'identité. On a déjà tous par terre de personnages assez conséquents, mais avec un dessin qui est relativement actuel. Il faut savoir qu'en comics, souvent, le dessin vieillit un petit peu vite. Donc parfois on est obligé un petit peu d'user de subterfuges pour présenter les matériaux, enfin le matériau qui nous paraît du moins le plus propice à être on va dire intégré par un nouveau lecteur. Donc voilà, je ne vais pas faire ce que je pourrais parler sur en roue libre là, donc je pourrais dérouler mon programme édito sur 4 ans, mais c'est pas le but. Mais voilà, en tout cas, on a publié effectivement beaucoup de bouquins parce que c'était nécessaire. Si on regarde l'avenir, l'actualité chez DC aujourd'hui, c'est Rebirth. Est-ce que tu sais des choses que tu peux nous révéler sur Rebirth et qu'est-ce que ça va apporter chez Urban en fait? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Je pensais que tu allais m'en dire un peu plus sur Rebirth. Non, pour l'instant, on n'a rien lu. On a quelques informations, mais pas suffisantes en fait pour savoir ce qu'on va vraiment faire de Rebirth. On va le faire, ça c'est une évidence. Mais à savoir, est-ce que ce sera une collection qui va suivre, qui va se succéder en fait à DC Renaissance? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une rupture en fait nette dans la continuité, s'ils vont revenir dans la période classique qu'ils avaient laissé du coup au début des New 52, qui chez nous c'est DC Renaissance, cette collection. J'ai pas assez d'informations pour l'instant. L'autre grosse actu chez vous, c'est Dark Knight 3, The Master Race, qui est à la fois hyper cool parce que ça sort quasiment en direct des États-Unis. Et la question qui revient dans les groupes de fans, c'est pourquoi le choix de ces 2 épisodes à 15 €. Donc je te pose la question, pourquoi avoir choisi cette forme-là pour publier Dark Knight 3? C'était important de couvrir l'actualité brûlante aux États-Unis, vraiment de cet événement éditorial, de le faire au moment du film. En fait, ça aurait été inconcevable de ne pas le faire, ça aurait été inconcevable à notre niveau, mais aussi au niveau de DC. Je pense qu'on aurait dû se justifier de ne pas l'avoir fait. Ils nous ont pas du tout obligés, mais ça nous semblait, on va dire, d'un point de vue éditorial et commercial, quelque chose d'important à faire. Après, au niveau du contenu, forcément, on a publié ce qui existait. On avait déjà un peu prévu qu'il y aurait forcément du délai. Et après, effectivement, j'ai beaucoup lu et entendu, oui, mais ces 2 épisodes pour 15 €, c'est hyper cher. C'est quand même, on va dire, 80 pages de BD. Donc, on est aussi sur un format assez proche du Killing Joke, où là il n'y a pas eu beaucoup de remous, alors qu'on était vraiment sur le même format.
Il y a une politique d'auteur chez Urban. On l'a vu quand tu publies Saga, par exemple, t'embrayes aussi sur Y le dernier homme et sur Ex Machina. Il y a une politique d'auteur autour de Sean Murphy aussi, autour de Rick Remender, où vous soutenez des auteurs avec des nouveautés et des titres anciens. Et on l'a vu sur Frank Miller, puisque quand vous sortez Dark Knight 3, vous ressortez Ronin aussi. Est-ce qu'il y a d'autres titres de Frank Miller qui vont arriver chez Urban? Typiquement, je pense à Martha Washington, par exemple, qui n'a jamais été bien publié en France. C'est faux, il a été bien publié chez Delcourt en trois intégrales. Non, le boulot a été fait de ce côté-là. Sur Frank Miller... Tu tiques parce que c'est toi qui l'as publié à l'époque où tu étais chez Delcourt. C'est Thierry et moi qui avons travaillé dessus. Ouais. Donc non, ça existe. Donc courez, lisez, c'est très très bien. C'est Dave Gibbons au dessin, c'est génial. Je me demande même s'il n'y a pas une nouvelle colorisation. Non, il n'y a pas de nouvelle colorisation, mais c'est du bon matos. Alors non, autour de Miller, il n'y a rien pour l'instant. De nouveau parce qu'il a d'autres projets chez DC, donc s'il y a quelque chose à publier, ça passera par le prisme de DC. En termes d'auteurs, effectivement, qu'on aime bien et qu'on aime bien suivre et publier, on va avoir un mois d'octobre un petit peu particulier, parce que autant l'année dernière on l'avait consacré à Warren Ellis, en publiant du coup la fin de Transmétropolitane, on avait également son Warren Ellis présente Hellblazer, tout son run, c'est 12 numéros sur Hellblazer, et également la nouveauté en indé, Trees, donc ça c'était l'année dernière, et le mois d'octobre 2016 sera consacré à Brian K. Vaughan ou Vaughn en bon anglais, et puisqu'on publiera donc la suite de Saga, mais également la nouvelle série Paper Girls, donc dessinée par Cliff Chiang, et également un ancien récit qui s'appelle The Escapist, qui est en gros le manifeste de Vaughan, un peu avant qu'il se mette vraiment à créer beaucoup de... même bien avant on est dans cette logique, enfin, on a tout le prisme en fait de travailler sur une licence ou travailler sur sa propre création. On a vraiment toute cette pas problématique, mais je pense cette situation à laquelle un auteur à un moment est confronté. C'est ce qu'il préfère reprendre un personnage comme Batman ou faire créer son propre personnage. Donc on arrive, ce récit-là est très important pour moi parce qu'en plus c'est une des œuvres par laquelle j'ai aussi je suis rentré un peu plus dans l'œuvre de Vaughan, et c'est une œuvre aussi qui est importante pour lui, parce qu'on en a parlé avant, ça a été même le premier bouquin sur lequel on a échangé dans nos premiers mails, et donc voilà, je suis très content du coup d'offrir une nouvelle édition à ce récit en octobre. On a parlé de DC, mais il y a un gros boulot sur la ligne Urban Indies qui est faite avec des titres justement venus d'autres éditeurs plus indépendants. Et notamment, il y a Rat Queens qui vient de sortir chez vous et qui est une série qui met en scène des nanas dans un univers d'heroic fantasy qui sont vraiment badass, qui parlent d'alcool, qui parlent de cul, qui parlent de faire la fête. Est-ce que tu peux nous présenter cette série? Et de drogue. En fait, je me suis vite retrouvé en fait dans les dialogues de. Alors je ne sais pas comment prononcer son nom, c'est Vibe. Curtis, donc W-I-B-E, voilà, le scénariste, qui est donc un rôliste en fait assumé et qui le revendique haut et fort dans cette BD entre autres. Et moi, en tant qu'ancien rôliste, voilà, c'est des choses qui m'ont vraiment parlé. Toutes ces parties qui dégénèrent un petit peu et qui deviennent vraiment n'importe quoi. Là, pour le coup, j'avais la même chose sur papier. Donc vraiment cette dimension très fun de, on va dire une espèce de satire de Compagnie de l'Anneau. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse vachement. Et puis, j'ai trouvé ça drôle et surtout ça, mine de rien, ça racontait un petit peu une histoire. Enfin, pour moi c'est important d'avoir ce type de série qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas militante. Enfin, on n'est pas un éditeur militant. On est, je pense que le meilleur service qu'on puisse rendre, notamment aux femmes ou aux auteurs femmes, c'est d'avoir des héroïnes femmes, mais dont le principal caractère ou le trait, c'est pas forcément leur féminité ou le fait qu'elles soient des femmes, mais simplement qu'elles soient des personnages intéressants. Ouais. Et je trouve que dans Rat Queens, on a ça. Donc il se trouve que c'est comme une bande de filles, donc forcément ça peut mettre le côté militant un petit peu en avant, mais c'est pas tellement le propos en fait. C'est surtout drôle. Donc voilà, on est vraiment sur cette parodie de Donjons et Dragons. Le jeu de mots pourri du titre, c'est moi. Donc dragon, du verbe draguer, voilà. On s'est torturé les méninges. Mais voilà, c'est vraiment, on est dans cet esprit-là si vous êtes un ancien rôliste, si vous êtes une fille, si vous êtes juste en fait à la recherche d'un bon récit d'aventure assez actuel. Je pense que Rat Queens peut vraiment faire l'affaire. En plus, ce n'est qu'à 10 €, c'est fou. Prix de lancement. Mais oui, un prix de lancement. Et du coup, je me disais, il n'y a pas beaucoup de séries finalement d'heroic fantasy chez Urban. Et est-ce que, comme il y en a d'autres, en fait, des séries un peu heroic fantasy déjantées, je pense à Skull Kickers par exemple, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir arriver chez vous? Non. Pardon, je vais développer. Non, je pense qu'au niveau graphique, il y a il y a eu quelques numéros qui se tenaient vraiment bien. Après, j'ai perdu le truc de vue. Il n'y a pas eu une production non plus très suivie. Ouais. Et non, clairement pas. Après, on est dans d'autres. Alors moi, c'est moins heroic fantasy, mais c'est plus fantasy. On publie The Autumn Lands de Kurt Busiek et
Je suis en train de perdre le nom du Ben Dewey, donc qui est le dessinateur. Et là, pour le coup, on est vraiment dans une construction d'univers très originale, anthropomorphe, avec donc des animaux qui vont assister à la venue de leur prophète, qui ressemble à tout sauf ce à quoi ils s'attendaient. Et voilà, là, pour le coup, on est vraiment sur la naissance, la création d'un monde comme Buzik en fait peut le faire. Et c'est une bonne façon pour nous aussi, du coup, peut-être, de publier à terme Astro City. On est à Paris Comics Expo et on n'est pas que le boulot, on est aussi des fanboys. Est-ce qu'il y a des gens, malgré ton poste de directeur éditorial de Urban, que tu es juste content de voir comme un fan, là, tu vois, qui font vibrer ton petit cœur de fanboy? Ben, c'est vrai que recevoir Paul Dini, ça fait forcément quelque chose. On a vu justement en conférence hier après-midi toute cette génération en fait, de trentenaires, quarantenaires qui ont été élevés, et je pense que c'est vraiment la première fois qu'on a... Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles moi je suis éditeur, en plus éditeur de Batman. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'important. Alors j'évite de trop lui coller au bas comme ça, tu sais pourquoi je suis là, c'est vraiment grâce à toi parce que Batman, la série animée, c'est toute ma vie. Donc, j'évite je fais vite sur ce chapitre-là. Après c'est bien de pouvoir échanger à un autre niveau, mais j'ai vu en fait la manière dont il a pu interagir hier et dont les gens étaient en attente mais très reconnaissants aussi. Du coup de l'avoir, on le voit aussi dans la file de dédicaces qui est juste énorme. Pour un scénariste en plus, bon, alors c'est sa première fois en France, donc je pense qu'il y avait quand même une certaine attente, mais souvent les scénaristes ont un peu moins de succès. Là c'est phénoménal, et si je peux croiser Bruce Timm, ce serait la paire parfaite. Qu'est-ce que tu lis en ce moment pour terminer? Du Wildstorm, mais qu'est-ce que je lis non vraiment là, ce qui est à côté de l'oreiller, c'est le run de Millar et de Quietly sur Authority, ouais. Parce on réfléchit à la manière dont on va publier ça, et ce qu'on fera en fait, c'est qu'on va forcément faire The Authority, mais avant on va faire quelque chose qui va s'appeler en 2 tomes The Authority, les années Stormwatch, ouais. Pour vraiment commencer par le début et puis qu'on embarque le maximum de personnes, qu'on laisse que tout le monde comprenne un petit peu bien les enjeux. Qu'est-ce que je lis? Posez-moi la question demain. Merci.